Chapitre 7. La tempête. Jérôme Marceau ne dormait que 3 heures. À son réveil, pénible, il n'ouvrit les yeux que devant la glace de la salle de bain. S'il s'était regardé dans le miroir de l'ascenseur en quittant les terrasses crémazie la veille, il aurait vu sensiblement la même gueule, la même sale gueule. Il avait le teint cireux, les traits tirés, le regard éteint. Une barbe de 2 jours lui mangeait le visage jusqu'aux oreilles. Comme il détestait entendre le bruit du rasoir électrique au réveil, il opta pour les lames et la mousse. Un moment toujours éprouvant et où il maudissait sans retenue son petit bras. Pour atteindre les replis de son visage, il devait faire des prouesses, se contorsionner d'une façon ridicule. Dans le miroir, il se voyait en pingouin. Et chaque fois il jurait. Il détestait sa mère et ce poison qu'elle avait pris lorsqu'elle était enceinte. Le visage couvert de mousse, il se demandait pourquoi qu'elle avait absorbé ces fichus somnifères. Pourquoi avait-elle tant voulu dormir pendant les 9 mois de sa grossesse? Pour quelle raison s'était-elle dérobée à sa maternité? Il se doutait de la réponse, mais préférait l'ignorer. Les souvenirs étaient trop douloureux. La colère matinale de Jérôme s'apaisait généralement après le rasage. Faire le café était beaucoup plus facile et, dès qu'il avalait la première gorgée, ses pensées sombres le quittaient. Il alluma le poste de radio et retomba dans le réel. Il neigeait. D'après ce que racontait une journaliste, une tempête, c'était inhabituel. Les épisodes de verglas étaient rarement suivis d'une tempête de neige. On donnait tous les détails. Un système de haute pression stagnait au-dessus de la région et les précipitations allaient se poursuivre pendant la majeure partie de la journée. Depuis la veille, la ville était paralysée sous la glace, et voilà qu'elle serait enfouie sous la neige. Jérôme chercha les journaux sur le palier. Il n'en trouva aucun. À cause de la tempête, sans doute, personne ne les avait livrés. Il était 6h20 et il n'y avait toujours pas la moindre idée de ce qui se passait dans le monde. C'était pourtant un rite quotidien. Avant d'aller travailler, de reprendre ses dossiers, il avait besoin de lire ce qui arrivait ailleurs. Apprendre qu'un attentat avait fait 32 morts en Irak l'inquiétait, mais le rassurait en même temps. Tout compte fait, il avait un job tranquille au SPV. Les journaux lui manquaient d'autant plus qu'on était au lendemain de la fusillade. Une jeune femme avait abattu froidement 4 personnes au palais de justice, dont un juge et un avocat, sans mobile apparent. Cela devait faire la une de tous les journaux. Mais à la radio, il n'y avait que pour cette maudite neige. Les journalistes élaboraient des scénarios catastrophes dans une surenchère agaçante. S'il tombait plus de 40 centimètres, la ville serait paralysée pendant 8 jours. S'il en tombait 5 de plus, on en aurait pour 10 jours de ce marasme. On évoquait la tuerie de la veille au milieu de ce bulletin météo en continu, mais l'histoire ne semblait pas avoir d'emprise. On savait peu de choses sur le mystérieux carnage. L'information sortait au compte-gouttes et les journalistes s'en montraient offusqués. Jérôme allait éteindre lorsqu'une nouvelle attirait son attention. Un pédophile connu, condamné pour meurtre, venait d'être libéré après avoir purgé le quart de sa peine. C'est Jérôme qui avait mené l'enquête. Un porte-parole du système carcéral se plaignait des coûts liés à l'enfermement. C'est complètement nul, lança-t-il de plus en plus irrité. Dans le silence matinal, Jérôme s'était mis à bougonner, à se parler à lui-même. C'était toujours la même rengaine. Aux homicides, on se défonçait pour mettre la main au collet des meurtriers et établir les preuves. Les types passaient quelques années à Londres et on les laissait sortir parce qu'ils n'étaient plus dangereux jusqu'à ce qu'ils recommencent. Oui, les journaux du matin lui manquaient, cruellement même. Il voulait savoir qu'ailleurs, au Darfour, en Afghanistan, dans les rues de Sao Paulo ou dans la poussière de Bamako, c'était pire. Il y avait encore plus de morts que chez lui. Là-bas, on renonçait à chercher les coupables. Ici, on les trouvait, mais on ne parvenait pas à les garder hors circuit. Ce type, le prédateur qu'on venait de relâcher, Jérôme était à peu près certain de le revoir un jour, et il en avait mal au ventre. Les événements de la veille se bousculaient dans son cerveau alors qu'il finissait de déjeuner. Chaque fois, il butait sur un certain nombre de détails
qu'O'Leary et Corriveau avaient écarté sous prétexte qu'il était sans intérêt. L'enregistrement sonore, les bruits de la fusillade captés par le système audio de la salle voisine, le rythme relevé par Blanchette qui avait fait de la musique. Devait-il creuser cette piste? La rapidité d'exécution confirmait que la tireuse était expérimentée. Mais il y avait aussi hiatus de 5 secondes entre le quatrième et la cinquième détonation. La numérologie se mit de la partie dans sa tête. Un salmigondis de données qui lui donnait le tournis. Sans pouvoir se l'expliquer, il était convaincu que cet intermède de quelques mesures n'était pas étranger au motif de la fusillade. L'idée pouvait sembler absurde. Jamais il ne parviendrait à rallier les autres autour d'un fil aussi ténu. O'Leary crierait au manque de rigueur et Corriveau rappellerait que l'expérience vaut plus cher au kilo que l'intuition. Il se trouvait ridicule de penser qu'un silence de 5 secondes puisse expliquer ce qui s'était passé. Pourtant, il refusait d'écarter cette piste. La bande sonore recelait peut-être un secret, mais c'était un secret qu'il ne fallait pas partager. L'idée lui ferait prendre toute crédibilité. Il devait donc la garder pour lui. Le brouillard matinal se dissipa peu à peu dans sa tête. L'ordre et les priorités remontaient à la surface. La veille, il avait voulu s'arrêter aux soins intensifs de l'hôpital Saint-Luc pour revoir cette infirmière qui veillait sur Brigitte. À leur première rencontre, elle s'était montrée optimiste. Il décida de passer lui parler avant de se rendre au bureau. Il allait se verser une deuxième tasse de café lorsque son téléphone se mit à bourdonner. Elron, c'est Corriveau. Jérôme voulut le reprendre, mais n'a eu pas le temps. Excuse-moi. Là. On roche. La sécurité civile veut nous mobiliser. Mobiliser? Il neige, Elron. T'as peut-être pas vu, mais il neige. Jérôme répéta en freignant de s'énerver. OK, maintenant il neige. Hier, c'était le verglas. Ça va s'arrêter à un moment donné. Jérôme, tu ne comprends pas. La ville est paralysée. Corriveau aussi l'appelait. Jérôme, maintenant, il y aurait du progrès. Les pillards vont sortir, dramatisait. Corriveau, ils vont tout casser. Il va y avoir des morts. Ça va, ça va. Garde les violons pour une autre fois. Tu n'es pas mobilisé. Personne de l'équipe n'est mobilisé. On travaille sur la fusillade jusqu'à nouvel ordre. Un point, c'est tout. Tu es sûr de ce que tu dis? Affirmatif. Quand il y aura des morts, on le saura assez vite. Pour le moment, c'est le cas du juge Rochette et des 3 autres victimes qui nous occupent. Long silence au bout de la ligne. Corriveau respirait de façon irrégulière, comme un asthmatique qui a la gorge entravée. Il supportait mal qu'on le contredise ou qu'on le bouscule. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, non, c'est tout. On se voit tout à l'heure. 8 heures. Il allait raccrocher lorsque le vieux bouc ajouta. Je te conseille de prendre le métro. Tout est bloqué au-dessus. Je passe ma vie dans le métro. Plus la tempête s'acharnait, moins on pourrait l'ignorer. Si 50 cm de neige s'ajoutaient, comme on le prévoyait aux 20 cm de glace qui avaient recouvert la cité la veille, le chaos s'installerait rapidement. Dans la tête de Jérôme, les idées sombres s'accumulèrent à un rythme affolant. Le coup de fil éclair de Corriveau n'avait qu'amplifié son angoisse. Jérôme Marceau sortit de chez lui en courant. Il se fuyait lui-même. Dès qu'il serait en selle, se disait-il, ses idées funestes l'abandonneraient. Il trouverait un sens à cette impressionnante collection de cartes d'identité trouvées chez Karl Leclerc et tenterait de résoudre l'énigme entourant Julie Sange et Brigitte Leclerc. Il serait ainsi en mesure d'affronter Évelyne Lebel sans avoir à rougir. Voilà, conclut-il, ce qu'il ferait de sa journée. Il honorerait l'engagement qu'il avait pris auprès de la juge en recueillant le plus d'informations possible et en lui faisant un rapport détaillé sur l'enquête en cours. Dans l'atrium des cours Mont-Royal, il eut toutes les peines du monde à se frayer un chemin jusqu'au café. Il y avait un monde fou. Le garçon qui lui servit un mezzo latte dans un verre en carton en profita pour se plaindre. Son quart de travail devait bientôt être terminé, mais en raison de la tempête, il n'avait d'autre choix que de rester. Jérôme but la première gorgée en s'éloignant du comptoir. Il n'avait
aucune envie de s'apitoyer sur le sort du jeune homme. Avec le Grand Prix et quelques festivals, les tempêtes importantes étaient ce qu'il y avait de plus attrayant pour la restauration. Les souterrains de la ville se remplissaient et les affaires tournaient rondement. Le garçon avait beau râler, il empochait tous les pourboires qu'on lui donnait. Pour accéder au passage creusé pendant la guerre froide et rejoindre l'hôpital Saint-Luc, il n'y avait pas qu'un seul chemin. À partir de la station de métro Place des Arts, on pourrait aussi passer du sous-sol d'édifice en sous-sol de gratte-ciel, évitant ainsi la cohue de la station Berry-UQAM. Il suffisait d'avoir les bonnes relations et quelques cartes magnétiques. À l'entrée du grand tunnel, on se butait à une guérite où il fallait montrer patte blanche. L'agent qui faisait le guet ce matin, il s'appelait William Lamotte. C'est un autre ancien de la SCX. Il l'a reconnu tout de suite. Tiens, mais si c'est pas Elron. Son café à la main. Jérôme lui plaqua son insigne devant les yeux. Le malpoli se rendit bien compte qu'il l'avait vexé et se revisa. Félicitations pour votre promotion, enquêteur Marceau. J'ai entendu dire que la rumeur courait vite dans les sous-sols. Comment Lamotte avait-il su que Linda était en congé et que c'était lui qui la remplaçait? Mystère. Il se gardait bien de le lui demander. Cet homme qui, pendant un temps, avait œuvré à la SCS, croupissait maintenant au 5e sous-sol du réseau, et ce n'était pas pour rien. C'était une commère, et voilà où sa langue l'avait mené, songea Jérôme en s'éloignant. Le bruit de ses pas dans le corridor de béton le ramena à lui-même. Il marchait à une cadence modérée, et pourtant il était essoufflé. L'aération y était peut-être pour quelque chose. Il but la dernière gorgée de son café et chercha un endroit où jeter son verre. Il n'était que 7 heures et il était à bout de souffle, marchant dans le néant avec un verre vide à la main. Il s'arrêta un instant et jeta un coup d'œil autour de lui. Il n'y avait pas de graffiti sur les murs. Les corridors souterrains inutilisés n'étaient peut-être pas ventilés, mais ils étaient propres et épargnés par la colère. Cette observation lui donna à réfléchir. Il se dit que les murs se passeraient bien des hommes s'ils n'étaient pas faits pour les abriter. L'idée lui arracha un sourire le premier de la journée. Une froide nuit de tempête se traduisait en une chaude nuit dans les corridors de l'hôpital. La salle d'urgence de l'hôpital Saint-Luc était bondée. Les chambres étaient déjà envahies, les patients étaient entassés sur des civières le long des couloirs ou immobilisés dans des chaises roulantes. Jérôme, qui ne voulait pas se laisser distraire par toute cette misère, accéléra le pas. Seule la chambre du fond, celle de Brigitte, l'intéressait. Il l'atteignit sans encombre, mais ne trouva personne devant la porte. Les agents de sécurité avaient disparu, mobilisés sans doute par la tempête. Sans façon, il se glissa à l'intérieur et referma derrière lui. Brigitte Leclerc était si menue, si délicate dans son lit qu'elle faisait peine à voir. Son corps formait tout juste un pli sous la couverture. Jérôme avait du mal à concevoir comme un être en apparence si inoffensif pouvait être coupable d'un tel massacre. Comme Elisabeth Gonzalez n'y était pas, Jérôme s'approcha du lit. Il se sentit aussitôt submergé par une vague d'émotions. La pâleur et la fragilité de la jeune femme laissaient croire à son innocence. Pourtant, tout la condamnait, mais sans savoir pourquoi Jérôme était incapable de se résoudre à l'accuser. Poussant l'audace un peu plus loin et consultant les écrans au-dessus du lit, il nota quelques chiffres pour les comparer à ceux que Blanchette lui avait envoyés plus tôt. A priori, tout semblait normal. Brigitte était toujours dans le coma, mais ses signes vitaux étaient bons. En la regardant de plus près, Jérôme fut encore une fois fasciné par sa beauté. Derrière son masque à oxygène, elle ressemblait à une princesse endormie sous une bulle de verre. Du coup, il eut envie de lui prendre la main, de lui lisser les cheveux en la rassurant.
S'il parvenait à gagner sa confiance, elle lui dirait peut-être ce qui s'était passé dans la salle de Dieu. Jérôme se serait très bien vu avec Brigitte à son bras. Il avait tellement mieux à lui offrir que la mort. Malgré son petit bras, son teint métissé et son manque d'assurance, il se serait réinventé pour lui. Il lui aurait donné la lune et tous les corridors secrets de la ville pour faciliter sa fuite. Pour elle, il aurait bradé son poste d'adjoint aux homicides, sa réputation et même sa mère. Il aurait été prêt à tout pour la sortir de là, car il avait l'intime conviction qu'elle n'avait pas le sort qu'elle méritait. Mais ce n'était qu'une intuition, rien de plus. Il ne disposait d'aucune preuve. Les yeux rivés sur le visage de Brigitte, Jérôme se rendit compte qu'il cherchait à séduire une femme inconsciente, une comateuse auteure d'un quadruple meurtre. Mais elle était trop jeune pour lui. Elle ne serait pas son amoureuse. Elle serait l'amie qu'il n'était jamais parvenu à se faire dans sa vie. Il continuait de la voir marchant à son bras dans le passage reliant l'hôpital à la station de métro, celui dont les murs ignoraient la colère. Ses jambes qu'il avait aperçues dans l'enregistrement de la sécurité, sa silhouette fragile et sa chevelure qui tombait sur ses épaules l'attisaient à ce point qu'il imagina son évasion dans le menu détail. Un coup parfait, sans témoin, avec comme indéfectible couverture à tempête qui s'abattait sur la vie. C'était le genre de choses que l'on fait pour une vraie. Mais la réalité le rattrapa. S'il était dans cette chambre, c'était pour découvrir ce qui s'était passé dans la salle d'audience 3.0. Et s'il était engagé auprès de la juge, le BL, comment pouvait-il l'oublier et fantasmer sur une fuite aussi improbable? Perturbé, il s'éloigna du lit en cherchant à mettre le plus de distance possible entre lui et Brigitte. De la fenêtre blanchie par la tempête, il la regarda en coin. S'il était venu dans cette chambre, c'est parce que son travail l'y obligeait. Dans les circonstances, ses sentiments lui semblaient inconvenants et bien peu professionnels, comme les sous-sols de la ville qui ne cessaient de le surprendre. Brigitte lui apparaissait comme un réseau d'ombres, de passages énigmatiques et de cloisons en trompe-l'œil. C'est sans doute pour cela qu'elle lui faisait autant d'effet. Ou bien c'est qu'il connaissait d'une autre époque, d'une autre vie. Qu'est-ce que vous faites là? Surpris, Jérôme se retourna et Elisabeth Gonzalez referma la porte derrière. Je suis venu voir comment elle allait. Comme la dernière fois, l'infirmière était méfiante. Elle l'avait reconnu. Cela s'attendait au ton sec qu'elle empruntait. La vie de Brigitte n'est pas en danger. Elle devrait se réveiller bientôt. Économie de gestes et de mots, Elisabeth Gonzalez était déjà au chevet de la malade. Elle lui mouilla d'abord les lèvres à l'aide d'une tige cotonnée, puis elle prit son pouls et lui épongea le front. C'est une question de temps, fit-elle, d'une voix habituée au murmure. C'est un peu plus long que prévu, mais elle va revenir. Ce n'allait pas être pour la réunion de ce matin-là, mais avec un peu de chance, il pourrait lui parler au cours de la journée. Vous êtes tellement pressé, lui reprocha l'infirmière. Elle a besoin de temps. Jérôme opina de la tête. Que pouvait-il lui répondre? C'était vrai. Il était engagé dans une épouvantable course contre la mort. Oui, il voulait interroger Brigitte. Le plus tôt serait le mieux. Mais Elisabeth Gonzalez n'était pas la personne à qui il fallait dire cela. Avant de quitter la chambre, il lui fit tout de même comprendre qu'il reviendra avant la fin de la journée. Jérôme arriva aux homicides, le téléphone vissé à l'oreille. François Sévigny, le procureur de la couronne désigné par la Cour, était au bout du fil. Secoué par une vilaine toux, la voix éraillée, il se disait incapable de se déplacer. La tempête ne faisait décidément rien pour arranger les choses. Essayez le métro. Ça marche très bien, lui suggéra Jérôme. Je ne crois pas, lui renvoya le procureur, l'air de s'esquiver. En fait, la grippe avait frappé. Sévigny avait autant de force que la tempête avait paralysé la vie.
Sa voix brisée ressemblait à une cascade de gravillons dévalant un escalier de métal. Jérôme proposa qu'il se reparle le lendemain à la première heure. L'échange très courtois se prolongea jusqu'au moment où Sévigny, devenu à fond, proposa d'y mettre un terme. Il n'avait apparemment rien à dire sur l'affaire, mais Jérôme croyait plutôt qu'il cherchait à gagner du temps. Il haussa les épaules en soupirant, rangea son portable dans sa poche et pénétra dans la salle de conférence. Blanchet vint aussitôt à sa rencontre. Elle bredouilla. O'Leary et Corriveau vont être là à 8 heures. J'espère bien, fit Jérôme en consultant sa montre. Ce que nous avions convenu. Blanchet souhaitait en fait profiter de leur absence pour parler seul à seul avec son patron. Y a quelqu'un d'autre sur le coup? Nous ne sommes pas les seuls à enquêter. Intrigué, Jérôme posait son ordinateur sur la table. Partout où je passe, quelqu'un est passé avant moi. Dans le dossier de Brigitte, dans le dossier de Julie, dans celui de son père, celui de Gilbert Bois. J'ai interrogé Mme Roff, la greffière. Elle avait aussi parlé à quelqu'un. Corriveau, peut-être? Non, non. Quelqu'un de l'entourage de la juge. Évelyne Lebel. Je ne suis pas certaine, fit-elle inquiète. Mais ça en a tout à fait là. Il était content de voir l'enquêteur Blanchette dans cet état. L'inquiétude lui enlevait cette assurance qui parfois la rendait suffisante. J'ai les choses bien en main, lui dit-il en espérant qu'elle le croie. Il se trouva présomptueux. Il n'avait en main que ses intuitions. Il ne détenait aucune preuve concrète. Il avait bien exploré quelques pistes, mais il n'était pas le seul à l'avoir fait, selon ce que lui avait signalé Blanchet. Que la veuve du juge Rochette s'immisce dans son enquête n'était pas une chose à prendre à la légère. Et l'absence de François Sévigny ce matin-là non plus. Sa voix rocailleuse continuait de lui résonner dans les oreilles avec toutes les fausses notes qui accompagnent habituellement un mensonge. Le procureur n'était pas malade. Il avait passé la nuit devant son écran d'ordinateur à éplucher des dossiers en fumant cigarette sur cigarette. Les mains, sans doute, qui se trouvaient dans la jolie pile qui lui avait préparée Blanchette. Une intuition comme ça. Rien de vérifiable. Jérôme prit une nouvelle note dans le fouillis qui était sa tête, qui est le procureur Sévigny et de quel côté. O'Leary s'amena à son tour dans le bureau. Un café à la main, le visage chiffonné, il jeta ses trouvailles de la veille sur la table de conférence. Un carnet aux pages racornies, une poignée de reçus et des cartes de crédit. Si O'Leary avait découvert quelque chose dans le condo de maître Denis Brown, il ne s'en vantait pas encore. Il n'en avait que pour la neige aussi, que pour cette tempête, qui lui cassait les pieds et qui compliquerait certainement le cours de l'enquête. En tout cas, il n'a pas fait de mort pour l'instant, marmonna Jérôme en relevant l'écran de son ordinateur. Pas encore. On se concentre sur le cas du juge. On est encore loin du compte. Blanchette s'était assise à la gauche de Jérôme. Elle était absorbée par les données qu'elle consultait sur son ordinateur lorsque Corriveau arriva à son tour en annonçant que la visite du condo des Terrasses Crémazie avait ouvert un nouveau terrain d'enquête. Tout comme pour le logement de la rue La Jeunesse, des fantômes hantaient ce lieu. O'Leary, qui n'était pas au courant, ramenait discrètement vers lui le minuscule butin qu'il avait récolté chez maître Denis Brown. Une fois encore, Jérôme avança la première pièce sur l'échiquier. C'est bien beau, toute cette planque qu'on fouille, avec leurs petits secrets, mais la vraie question, c'est pourquoi les accusations de fabrication et usage de faux ont-elles été abandonnées juste avant l'audition. O'Leary fit le mot. Agacé, Corriveau se cala dans son fauteuil. Seule Blanchette avait une opinion sur la question. J'ai parlé avec Mme Roff. Elle aussi a été surprise par ce changement de dernière minute. Elle croyait avoir affaire à un cas plus complexe. Le matin même, à son grand étonnement, c'était devenu une histoire de prostitution qu'on traitait presque de revers de la main dans la plus petite salle du palais de justice. Et pourquoi ce changement? Faute de preuves. Faute de preuves. Et c'est tout ce qu'il y a? Des preuves, protesta vivement Léry en remuant les cartes de crédit qui se trouvaient parmi ses documents sur la table. Dans le condo de Brown, Brigitte tapisse les murs. Partout, on l'a
l'on regarde, il y a d'immenses photos d'elle ou de Julie. C'est au choix. Elle était sa maîtresse. Elle s'envoyait en l'air avec lui, en échange de quoi il la représentait dans ce procès qui s'étirait depuis 3 ans. Tu n'en es certain. Il n'y avait rien pour le prouver, mais il y avait la certitude, voilà tout. Brigitte n'était accusée de rien. C'était Julie Chance qui l'était, à cause de sa relation avec Gilbert Bois. De l'argent de la garderie que celui-ci lui avait refilé. C'est comme ça que tout a commencé. Puis quelqu'un a sans doute découvert l'affaire des fausses cartes de crédit. Mais je ne comprends pas vraiment le lien entre tout ça. Cette affaire est un ramassis de mensonges et d'escroqueries. On venait de réduire des accusations très graves qui pesaient contre elle à une simple affaire de prostitution, ajouta Jérôme. 3 ans de procédure, rappela Blanchet. Et au bout de tout ça, 200 $ d'amende, une aubaine. À sa place, j'aurais été plutôt content. Il y a autre chose, c'est clair. O'Leary serra les dents. Dans un geste de dépit, il poussa les reçus, le carnet aux pages recornies et les cartes de crédit sur la table. Si c'est si clair, qu'on m'explique. Il y a beaucoup de monde dans cette affaire, mais je vous rappelle qu'on cherchait essentiellement le mobile derrière ce geste complètement. Jérôme s'arrêta au milieu de sa phrase. Il en faisait trop. Leur rappeler qu'il cherchait le motif, ayant poussé Brigitte à agir avec quelque chose de condescendant. Il leur faisait la leçon et ce n'était pas le moment. Il y avait trop de données manquantes, trop de fausses pistes pour limiter le débat à la seule découverte du mobile. Corriveau était sur le point de lui rappeler lorsque Blanchette sauva la mise. Il y a beaucoup de monde dans cette histoire. C'est vrai, mais si on regarde de plus près, on comprend. Ça va, Rex? Il est fatigué? Fatigué le bébé, maman?
Pourquoi les cartes de crédit qu'on a trouvées rue La Jeunesse n'ont été utilisées qu'une seule fois? J'ai vérifié. Ils n'ont servi à faire qu'un seul achat chacune. Des bijoux et des montres surtout. Avouez que c'est quand même curieux. O'Leary se jeta sur les cartes de crédit et les reçut trouvées au condo de banque. Ce détail lui avait échappé, et en vérifiant plus attentivement, il constata qu'elle n'avait effectivement servi qu'une fois. Dans le cas de l'avocat, cependant, elle avait été utilisée pour l'achat de plusieurs costumes, des Hugo Boss pour la plupart. T'as raison, fit-il penaud. Je n'avais pas remarqué. O'Leary avait rapporté une trentaine de ces fausses cartes avec les faux papiers d'identité correspondants. C'était une fraction de ce qu'on avait déniché rue la Jeunesse. Mais la similitude était frappante. On s'était donné tout ce mal pour fabriquer des cartes et des papiers d'identité pour ne les utiliser qu'une fois. Blanchet vérifiait et contre-vérifiait les transactions réalisées en répétant. C'est pareil partout. On fait un achat, un gros truc en général, puis on met la carte pour encore. Terminé. Jérôme était plus intrigué qu'impressionné. Tout cela relevait de la fraude, mais lui apprenait peu de choses sur ce qui avait poussé Brigitte à agir ainsi. Alors que la rencontre sombrait dans l'anecdotique, Corriveau en profita pour sortir de l'ombre. J'ai un autre nom à ajouter à la liste. Si vous croyez qu'il y a beaucoup de monde dans cette affaire, vous n'avez pas tout vu. Le condo des terrasses Crémazie est au nom de Brigitte Julie, ou plutôt Brigitte Julie Inc. D'un geste mesuré, il exhiba un relevé de compte bancaire, quelques chèques et un compte de taxes. L'appartement était effectivement la propriété d'une compagnie à numéros faisant affaire sous le nom de Brigitte Julie Inc. Blanchard s'empara de documents et se mit à taper furieusement sur son clavier. On vérifie ça tout de suite. Rapidement, Blanchet repéra l'entité légale. Brigitte Julie Inc. existait bel et bien, tout comme le compte bancaire d'ailleurs. En quelques minutes, elle réclama une copie de toutes les transactions réalisées depuis un an. Jérôme prit de court, se bornant à répéter d'un air songeant. Brigitte Julie Inc. O'Leary venait d'ouvrir le carnet aux pages racornies qu'il avait trouvé chez Denisba. Aucune mention de Brigitte Julie Inc. ne figurait dans les notes qu'il avait trouvées chez l'avocat. Les couches de mensonges s'accumulaient dans cette histoire, mais elles restaient parfaitement isolées les unes des autres. Il y avait un trop-plein de noms et d'identités dans cette généalogie et fort peu de recoupements. Les cartes de crédit, c'était une chose, rappela Jérôme, mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas perdre de vue le portrait d'ensemble. On ne commet pas un tel carnage pour de simples cartes de crédit. Par les temps qui courent, grogna le vieil enquêteur. O'Leary et Corriveau savaient ce qu'ils avaient à faire avant même que Jérôme ne signale la fin de la rencontre. Ils se jetèrent sur Blanchette. Était devenue la nœud du service et que la plupart des réponses aux questions soulevées par Brigitte Julie Inc. se trouvaient dans son ordinateur. O'Leary, qui avait ignoré la nouvelle venue puis son arrivée, était maintenant à tu et à toi avec elle. Corriveau, de son côté, réclamait les papiers d'incorporation de l'entité propriétaire du condo des terrasses Crémazie. Malgré l'heure matinale, la machine tournait rondement aux homicides. Jérôme leur rappela que Brigitte Leclerc était dans un état critique à l'hôpital, que sa vie n'était pas en danger, mais qu'on ne pouvait attendre qu'elle se réveille pour découvrir les liens qu'il y avait entre toutes les personnes, réelles ou fictives, de cette affaire. Le temps jouait contre eux. On attendait des réponses avant l'enterrement du juge Rochette, et même si Brigitte sortait de son coma, il n'était pas dit qu'elle serait en mesure de s'expliquer. On ne l'avait que vaguement écoutée. Il avait l'impression d'avoir été maladroit pendant cette réunion, mais il était parvenu à mettre le train sur ses rails. La manière importait peu. Une chose le chicotait cependant, une question qui n'avait pas encore été soulevée, un angle qui n'avait pas été exploré. Pourquoi y avait-il autant de morts dans la vie de Brigitte Leclerc? Et pourquoi s'obstinait-elle à les faire vivre? La question était sans réponse pour l'instant, mais elle supposait une faille
Une fêlure qui avait vraisemblablement conduit au massacre de la salle d'audience. Restait à savoir laquelle. Un dernier détail, fit-il encore, je pourrais te parler un instant, Blanchet. Jérôme les dérangeait. De toute évidence, O'Leary fit claquer sa langue. Corriveau lui lança un regard noir. Ça ne peut pas attendre. Jérôme se tenait sur le seuil de la porte et attendait qu'elle le rejoigne. Il était évident que ce qu'il avait à lui dire ne s'adressait qu'à elle seule. Blanchet quittait à regret son ordinateur. Jérôme emprunta un ton neutre. Est-ce que tu as vérifié cette histoire de pardon? Cette demande que Brigitte a faite il y a 1 an ou 2, je ne sais plus trop. Ah non, désolé. Le dossier médical de Gilbert Bois, ajouta-t-il. C'est la seule chose que tu n'avais pas sur lui, je crois. Blanchet perdit contenance. O'Leary et Corriveau, qui les épiaient à distance, trouvaient que Jérôme prenait son rôle trop au sérieux. La jeune femme retourna à son poste, prit en vitesse une note sur son agenda électronique et promit de faire le nécessaire. Puis elle demanda, en s'efforçant de rester polie, est-ce qu'il y a autre chose? Pour l'instant, non. Jérôme quitta la salle de conférence en se disant que les méthodes de Linda lui convenaient mal. La patronne aimait déstabiliser ses enquêteurs, surtout lorsqu'ils croyaient toucher à la vérité. C'était sa façon de faire. Il aurait à définir la sienne pour se faire respecter. Avant de quitter les homicides, Jérôme s'arrêta un moment devant les écrans de surveillance. C'était la cohue dans le métro. La station Berry-UQAM était envahie de toutes parts. Des milliers de personnes erraient dans les galeries et corridors souterrains, cherchant un endroit où se poser. Les pannes électriques qui s'étaient multipliées au cours des dernières heures s'étaient stabilisées. La neige qui continuait de tomber ralentissait la remise en service. Combien de temps ces réfugiés passeraient-ils sous terre avant que les choses ne se rétablissent? La question demeurait sans réponse. Jérôme empruntait le passage souterrain menant au palais de justice, bifurqua vers le métro Place d'Armes et se paya un bain de foule. Les caméras de surveillance ne donnaient pas la juste mesure de l'engorgement. Jamais il n'avait vu autant de monde dans cette station, normalement peu fréquentée à cette heure. Lorsqu'une rampe entrait en gare, c'était la cohue. La bousculade entre ceux qui cherchaient à descendre et ceux qui voulaient monter était invraisemblable. Jérôme fut surpris. Dans une de ces congestions, il mit 5 minutes à se bagarrer, à pousser, à jurer avant de monter dans un wagon. Il fit le trajet vers Berry-UQAM, debout, écrasé contre les portières, son petit bras enroulé autour d'une barre verticale. Généralement lieu de passage et de transit, station Berry-UQAM était devenue une destination. La plus grande station de métro de la ville avait des allures de cathédrale souterraine un soir de Noël. Les pèlerins, dont on ne soupçonnait même pas l'existence, avaient surgi de partout pour assister à cette grande messe improvisée. Il régnait un petit air de fête parce que personne ne travaillait et un petit air de flottement parce que personne ne savait où aller. L'ampleur et la soudaineté de la tempête avaient déjoué toutes les prévisions météorologiques. Les autorités municipales n'étaient pas prêtes pour faire face à la situation. L'état d'urgence avait été décrété. Le spectre de la crise du verglas était présent sur tous les écrans radars. Cependant, les secours à la population tendaient à venir. Les centres d'hébergement ouverts étaient en nombre insuffisant et on y manquait de tout. Enfilant sous le fleuve, en direction de la rive sud, Jérôme évaluait les chances que la marmite saute. O'Leary avait raison. Cette tempête qui n'en finissait plus ferait sûrement des victimes. Le fait que tous ces gens se soient réfugiés dans le réseau souterrain de la ville, redessinant à la verticale et en profondeur le territoire urbain, produirait immanquablement des tensions et des heurts. On avait mis un service d'ordre en place, mais Jérôme doutait qu'il suffise à la tâche. Autour de lui, dans le wagon, on ne parlait que de la météo, du temps qu'il faisait. Il ne releva pas un mot sur la fusillade du palais de justice. Les Montréalais avaient trop à faire avec leur propre malheur pour se soucier d'un drame qui ne les concernait pas. Jérôme se détendit. La conjecture l'avantageait,
Les journalistes avaient une catastrophe naturelle à couvrir et avaient le champ libre. Ils ne les auraient pas aux trousses pour les quelques heures à venir. Il entendait profiter de ce sursis pour regarder tout ce qui pouvait le distraire, tout ce qui pouvait nuire à la progression de sa première enquête en solo. L'acharnement qu'il mettait à garder son équipe en alerte n'était qu'un volet de sa stratégie. Une visite éclair chez sa mère en était un autre. Cet arrêt au puits à l'heure du repas lui éviterait une demi-douzaine de fils dans les heures à venir. Enfin lança-t-il en lui ouvrant. J'en ai mis du temps à me donner une nouvelle, mon grand. Il eut envie de la reprendre elle aussi, et lui dire, sur un ton cassant, qu'il n'était pas son grand et qu'il ne s'appelait ni Elrond ni Jérôme. C'était l'enquêteur Marceau qui se tenait debout devant elle, mais il n'en fit rien. Enlève-moi ce veston, il va faire l'essayage tout de suite. Tu avais l'air d'un clochard hier à la télé. Les hostilités étaient lancées. D'emblée, elle lui fit comprendre qu'avant d'entrer et de se prêter à son petit jeu, il y mettrait ses conditions. Je veux bien, mais on s'entend sur une chose. Tu ne me téléphones plus de la journée, d'accord, et tu ne me laisses aucun message. Elle acquiesça le sourire en coin. Elle sentit l'odeur du café et posa une deuxième condition. Avant tout essayage, il lui fallait un café noir. Ils filèrent ensemble à la cuisine. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit à la télé au moins? Est-ce que tu as prêté attention à ce que je disais ou tu n'as vu que mon veston? Selon son humeur, Florence ne répondit parfois que par de longs silences. C'était une forme d'éloquence chez elle. Après lui avoir versé une tasse de café brûlant, elle sortit un à un les vestons de leur housse. Ce que tu as dit, balbutia-t-elle enfin, oui, c'était bien. Très bien même. Tu vas découvrir ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, c'est ça, non. Jérôme hocha doucement la tête. Si sa mère avait compris, tout le monde avait compris. Peut-être même le juge de Villeneuve, à condition bien sûre que ses propos lui aient été reportés. Il ne portait peut-être pas le bon veston, il n'avait peut-être pas la tête d'un enquêteur-chef, il était certainement pétri de complexes, mais il était déterminé. Il livrait la marchandise. Tiens, et c'est celui-ci. À mon avis, c'est celui qui te plaira le plus. Soudain, Jérôme eut envie de rire. Sa vieille mère l'aida à enfiler ce veston comme elle l'avait à faire un jour de sa première communion. Elle se fichait éperdument du quadruple meurtre au palais de justice, ne savait rien de l'indignation d'Evelyne Lebel, de l'arrogance d'O'Leary qui n'entendait qu'un faux pas de sa part pour réclamer sa place. Pour elle seule, l'image de son fils comptait, et elle allait y voir. Il n'était pas question qu'il lui fasse honte lors de sa prochaine apparition à la télé. Elle avait pensé à tout. La manche de son petit bras était déjà dans la poche de la droite épinglée de l'intérieur de façon que rien ne paraisse. Comme ça, dit-elle, devant les caméras, tu seras parfait. En se regardant dans le miroir, Jérôme ne vit que le sourire qu'il avait aux lèvres. Autant Florence était envahissante, autant ses lubies le rendaient fou. Autant elle le faisait rire parfois. Sa façon d'être hors propos et toujours un peu décalée par rapport au réel rendait infiniment attachant. Si tu veux mon avis, la petite Leclerc, celle qui a tué le juge et qui est dans le coma à la terre, eh bien, elle aurait avantage à ne jamais se réveiller. Elle n'est pas mieux que morte. Jérôme perdit le sourire. Comment as-tu entendu parler d'elle? Ils l'ont dit à la radio ce matin. C'est une jeune fille de 26 ans qui avait fait le coup. Elle a tenté de se suicider ensuite, mais elle s'est ratée. Tu n'es pas au courant. Bien sûr, je le sais. C'est moi qui suis chargé de l'enquête. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit hier à la télé? Ça aurait fait beaucoup plus sérieux, il me semble. Jérôme s'éloigna du miroir et reprit sa tasse qu'il vida d'un seul trait. Il ne serait pas les autres vestons, déclara-t-il abruptement. Je vais prendre celui-ci. Combien je te dois? Florence crut qu'elle l'avait vexé. Elle n'avait pas été très adroite ni très futée en lui imposant cette séance d'essayage. Or, il n'y était pour rien. C'est à cause de ce journaliste que sa mère avait entendu à la radio qu'il était contrarié. L'information qu'il croyait contre lui avait échappé. Ainsi donc, on parlait de Brigitte Leclerc dans les médias. Son nom n'avait pourtant pas été mentionné lors de la conférence de presse. Comment cette information avait-elle pu filtrer? Il aurait voulu interroger Florence, savoir quel avantage, connaître le nom du reporter qui avait transmis la nouvelle.
Était-il entré dans la chambre lui aussi? S'était-il attardé au chevet de Brigitte? Avait-il forcé les confidences de l'infirmière Elisabeth Gonzalez? Un sentiment inavouable s'empara de lui. Il était jaloux. Il n'acceptait pas de partager cette histoire. C'était la sienne. Ce reportage radiophonique lui donnait la désagréable impression que quelqu'un lui coupait l'herbe sous le pied. Je préparais à manger, fit encore Florence. Il a encore tôt, mais Jérôme s'approcha de la grande fenêtre du salon. Le temps était si blanc que le fleuve n'existait plus. La ville non plus. Cette tempête qui semait la confusion dans les couloirs souterrains de la ville était à l'image du brouillard, qui s'intensifiait dans sa tête. Il était assailli par des fragments de son enquête, des questions qui avaient été soulevées, des hypothèses qui avaient été avancées. La fusillade musicale portait son attention par Blanchette, par exemple. Il avait cru un moment que la cadence ou le rythme pouvaient expliquer l'ordre des meurtres. D'autres théories farfelues lui avaient traversé l'esprit. Ces 4 premiers coups bien tassés n'étaient-ils que prélude à ce qui devait suivre, c'est-à-dire le silence si essentiel à la musique? Pourquoi Brigitte Leclerc avait-elle mis si longtemps à presser sur la détente pour en finir? Lorsque Blanchet a attiré son attention sur ce dégât, il n'avait pensé qu'aux 4 premiers coups et non au silence qui avait suivi. Mais que s'était-il passé pendant ces 5 secondes? Une idée farfelue lui traversait l'esprit. Dis-moi, Florence, demanda-t-il en se retournant, est-ce que tu as déjà entendu parler de cette histoire, afin de cette idée qui veut que notre vie défile en quelques secondes devant nos yeux juste avant qu'on meure? Absolument, et je suis persuadée que c'est vrai. La réponse était nette. Elle n'avait pas hésité l'ombre d'un instant. J'ai lu des tas de choses à ce sujet. Ça s'appelle le phénomène de la mort imminente. C'est très documenté. Lorsqu'elle lâcha cette phrase, il s'ensuivait habituellement un monologue interminable, un soliloque farci de théories douteuses et de légendes urbaines. Florence lisait beaucoup. Les phénomènes documentés la fascinaient tout particulièrement. Comment le sujet peut-il être documenté si les gens meurent après avoir vu défiler leur vie? Fit remarquer Jérôme. Il y a des exceptions, des cas célèbres. Il arrive que la chose se produise, mais qu'on ne meurt pas. Tous ceux qui ont échappé à la mort témoignent cependant de la même chose. Le film de leur vie est passé très vite, comme en accéléré. Et puis ils ont vu de la lumière au bout du tunnel. Jérôme ne l'écoutait plus. Il venait de comprendre. La théorie musico-assassine de Blanchette est enfin une pierre jetée dans la rivière afin de mieux la traverser. La régularité des 4 premiers coups de feu n'avait d'autre intérêt que d'ouvrir la porte au silence qui suivait. Silence durant lequel Brigitte avait peut-être vécu l'expérience de la mort imminente. Blanchette s'était intéressée au prélude de la pièce musicale. Alors que la suite était beaucoup plus significative, si Brigitte avait vu sa vie défiler pendant ces 5 secondes, c'est de ce côté qu'il fallait chercher pour comprendre, pour saisir ce qui l'avait motivé à agir ainsi. L'histoire était là, et il devrait la reconstituer avec ou sans elle. Le cerveau de Jérôme faisait des flamèches alors que Florence continuait de parler. Si elle mettait 30 minutes à lui dire tout ce qu'elle savait sur ce phénomène, il perdrait le temps qu'il avait cherché à gagner en venant la voir. Une diversion s'imposait. N'as-tu pas dit que tu avais quelque chose à manger?